Bonjour à vous, me voici pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être présent. Le sujet d'aujourd'hui que je voudrais aborder, c'est un sujet sensible qui est connu en Afrique évidemment, mais très peu en France. Et je souhaite faire cette vidéo pour sensibiliser un peu mes compatriotes à un point vraiment sensible. Et j'ai envie de nommer cette vidéo d'ailleurs « Comment la France vampirise l'Afrique ». Je sais, c'est choquant, mais nous allons voir comment ça se passe. Alors, il y a eu 200 ans de croisade, suivi de 500 ans d'esclavage. Est-ce que c'est vraiment terminé à l'heure actuelle? Est-ce que les pillages, l'esclavage, la domination, est-ce que c'est réellement terminé? Alors, la fin de l'empire colonial français, c'est en 1960, quand la France a accordé l'indépendance aux 14 pays d'Afrique subsahariens et aux Comores, etc. Alors, comment ça s'est passé? Il faut déjà revenir un peu en arrière, en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait rétablir l'économie mondiale, les pays qui avaient été touchés par la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, les grands de ce monde se sont réunis à Bretton Woods en 1944 et ils ont pris plusieurs mesures. Donc leur but, c'était de créer une banque mondiale, une organisation monétaire mondiale. Alors ils ont créé ce qu'on appelle la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de Banque mondiale. Elle est divisée en 4 institutions et je voudrais en citer une. C'est l'IDEA, Association internationale de développement. Je la cite parce qu'elle avait pour but de lutter contre la pauvreté. Et lors de ces accords à Bretton Woods, en 1944, a été aussi créé le Fonds monétaire international, donc le FMI, et qui avait entre autres pour but de faire reculer la pauvreté également. Mais pendant ces accords de Bretton Woods, a aussi été créée la plus grande arnaque à ce jour. Et là, je vais nommer le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Alors après, plus tard, lors de l'indépendance des colonies, il a pris d'autres noms. Il a pris le nom Communauté financière d'Afrique ou Coopération financière en Afrique centrale, suivant les pays concernés. Alors comment ça marche? Le franc CFA, c'est un franc qui a taux fixe par rapport au franc français. On ne peut l'échanger que contre le franc français. Si un pays d'Afrique, l'un de ces 14 pays concernés, veut faire du commerce international, il ne peut pas, il doit passer par le franc français. C'est la France qui définit le taux, la valeur de ce franc CFA. Alors, au départ, en gros, je vais vous dire en gros, pour un franc CFA, on recevait 2 francs français. Donc le franc CFA, au départ, valait 2 fois plus que le franc français. En 1960, juste avant l'indépendance accordée à ses colonies, juste avant, la France opère une dévaluation du franc importante, celle qui est passée de l'ancien franc au franc lourd. Ça veut dire que pour avoir un nouveau franc français, il fallait 100 anciens francs. Seulement la France n'a pas modifié le taux de change du franc CFA. Donc pour un franc CFA, on ne recevait plus 2 francs français, mais on recevait 2 centimes de francs français. Un autre moment historique, ça a été en 1994, quand la France a décidé de diviser délibérément le taux du franc CFA par 2. Donc en 1994, lorsqu'on avait un franc CFA, on recevait 1 centime de franc français. Quelques années plus tard, le passage à l'euro en 1999, la valeur du franc CFA a encore été divisée par 6,55. La valeur donc, le passage du franc à l'euro. Il fallait 6,55 francs pour obtenir 1 euro. Du coup, au 1er janvier 1999, il fallait 655 francs CFA pour obtenir 1 euro. Alors si on reprend depuis le début, en l'espace de 55 ans, la valeur du franc CFA a été divisée par 1300 volontairement par la France. Mais c'est pas tout. Les pays membres de la zone franc doivent chaque année déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français. Ça veut dire qu'ils doivent donner la moitié de leur liquidité au Trésor français. Au total, ce que la France pille à l'Afrique chaque année représente environ 440 milliards d'euros. 440 milliards d'euros que la France vole à l'Afrique chaque année. Alors à côté, les aides humanitaires ne sont que des broutilles à côté de ce que la France pille. Elle donne d'une main et elle vole de l'autre. Alors écoutons les aveux de Jacques Chirac.
On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà, l'ancien président français, c'est de quoi il parle. Alors c'est très étonnant, toutes ces histoires qui arrivent en Afrique, parce que lors des accords de Bretton Woods, il y avait une institution qui avait été créée, que j'ai citée tout à l'heure, il s'agit de l'IDEA, donc l'Association internationale de développement. Elle avait pour but de lutter contre la pauvreté. Et la création du FMI, pareil, il fallait faire reculer la pauvreté. Alors, nous sommes en droit de nous poser la question, lutter contre la pauvreté de qui? Faire reculer la pauvreté de qui? Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder de plus près ce qui se passe au niveau de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, la Déclaration des droits de l'homme, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 1789, qui est concernée par ces droits de l'homme. Alors, je vais vous lire les propos de Louis Salamolins, c'est celui qui a exhumé le Code noir dont nous parlerons tout à l'heure. Il dit, donc parlant des Lumières, donc le siècle des Lumières, le siècle de la Constitution des droits de l'homme. Mais il faut qu'on sache que lorsque les Lumières disent l'homme, l'homme des Lumières n'est surtout pas le nègre aux colonies. L'homme des Lumières, c'est le blanc accompli. Par conséquent, dans la perspective des Lumières, grâce à l'éducation, grâce à la civilisation, ces êtres-là, étranges, iront s'humaniser petit à petit et atteindront un niveau de complétude de l'humanité. Donc à cette époque, les Noirs n'étaient pas considérés comme des hommes. Je vous passe la vidéo du Code noir pour expliquer ce que c'est le Code noir. Le Code noir est un recueil d'une soixantaine d'articles promulgués en 1685 sous le règne de Louis XIV, rédigé par Colbert, et qui a été publié plusieurs fois au cours du XVIIIe siècle. Il rassemble toutes les dispositions réglant la vie, la mort, l'achat, la vente, l'affranchissement, la religion des esclaves noirs dans les colonies françaises. Il sera effectif en 1685 aux Antilles, en Guyane en 1704, sur l'île Bourbon en 1723. Ce texte a servi de modèle au code rédigé par la Louisiane en 1725, puis au Código Negro, élaboré en Espagne en 1784 et promulgué dans les colonies américaines de l'Espagne en 1789. Alors le Code noir regroupe une soixantaine d'articles et je vais vous en lire un particulièrement. Il s'agit de l'article 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les héritiers, etc., etc. Les esclaves étaient considérés comme des meubles, comme des objets. Écoutons maintenant le discours du roi des Belges aux missionnaires accueillis au Congo belge en 1883 pour voir comment étaient considérés les Noirs à l'époque. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions.
Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir.
Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Alors la vision des Occidentaux a-t-elle changé par rapport au discours du roi des Belges? C'est ce que nous allons voir maintenant, avec cette vidéo d'un proche de Nicolas Sarkozy. Là, pour vos photos, vous allez faire comment? Mais vous n'avez pas été ce week-end? Vous êtes au courant de ce qu'il y avait ce week-end? Le mariage de Mamzi Diarra, le parrain? De qui? Le parrain. C'est qui ça? Le parrain, c'est une grande célébrité qui s'est mariée dans le 19e arrondissement ce week-end. Vous n'avez pas été? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce type-là? Lui, c'est l'un des meilleurs joueurs de basket au monde. Ah non, c'est pas mon... Ah, ça, c'est pas le sport. Ah, je pensais que vous étiez... C'est pour ça les photos. Ah non, moi, je sais pas le style un peu politique. Ah, machin. politique, Sarkozy, Jospin... Bah, j'étais avec Sarkozy tout à l'heure. Ah, vous étiez avec Sarkozy tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. Ah, ouais. Ah, vous êtes de la haute Il alors? pleuvait, je suis encore tout mouillé, il pleuvait. Ouais, je vois ça. Non, je m'insulte. Ah ouais? Il faut rien dire. Mais est-ce qu'il y a un plan? Il y a une planque pour moi là-bas. Comme si... Ah non, pas pour... Ah, les noirs, non. Ils vont pas là. C'est normal, ça se comprend. Ben pourquoi quand même? Non, mais si moi je vais à la cour du roi de... Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des coups, il y a des rois encore, il y a des rois en Côte d'Ivoire. Oui, mais bon, moi maintenant vous êtes... Ouais, mais vous êtes infiltré avec Sarkozy. Vous pouvez me faire rentrer dedans, moi. Pourquoi? Parce que je suis noir. Bien sûr. Ouais, mais bon, je suis un être humain comme tout le monde. Ah non, noir. Et un noir? Pas pareil. Ah si, c'est pareil. Non, mais c'est entre nous, il faut répéter. Entre nous, il faut le répéter. Mais non. Bah si, c'est pareil. C'est entre nous, il faut répéter. Oui, entre nous, ouais. Mais pourquoi? Officiellement, on dit oui, c'est pareil, mais en réalité... Pourquoi? Mais pourquoi les noirs, ils sont... Parce que c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Mais pourquoi il n'y a pas C'est à nous discuter? qui avons décidé ça. Ah d'accord. Lieu. Donc c'est vous qui décidez tout en Oui, c'est la haute. entre nous. Pour Oui, l'instant, bien sûr, entre nous. pour l'instant, on est dominant. Pour l'instant. Ouais. Mais pourquoi vous êtes dominant? Parce qu'on a détruit tout le monde. Il y a 200 ans, 300 ans, à peu près environ. Donc les noirs, c'est de la Parce merde, que quoi, quand on a eu la connaissance de la poudre à canon, oui, Ouais. par les Chinois ou par les Arabes, enfin, on a acquis toute leur connaissance. Alors là, on a maximum, je boum. Ah ouais, d'accord. Mais là, en fait les noirs, ils sont bons à rien, quoi. J'ai pas le droit de vous le dire, ça. Oui, mais on est entre nous, on s'en fiche, on se connaît pas. Voilà, en gros, ils sont bons à rien. C'est ce qu'ont lieu. Se dit en lieu. C'est ce qu'ont lieu et sa conclusion dans lieu. Mais D'accord. c'est entre nous, mais ne le répétez pas. Ah, je vais pas le répéter, voyons. Jouer les jeux des blancs. Il faut toujours jouer les jeux des blancs. Il faut jouer le jeu des gagnants. Bah, donc Moi, les je joue noirs, le c'est jeu des des perdants. gagnants. Moi, je joue le jeu des gagnants. Donc les noirs, c'est des perdants. Dites-le, avouez-le. On est entre Bien nous. sûr, mais il y a quelques D'accord. noirs qui sont intelligents qui jouent le jeu des gagnants. Mais eux, c'est des corrompus parce qu'ils retournent leur veste. Il faut être non, c'est à notre époque. Ouais. En gros, les noirs, ils sont bons à rien, quoi. Ça, personne ne vous le dira vraiment, monsieur. Mais vous, selon vous. Moi, c'est votre opinion qui me... C'est évident, monsieur. Mais pourquoi? C'est la nature qui veut ça. Il en manque des chromosomes. Ah, il manque des chromosomes au noir. Ah, Sinon, et écoutez, monsieur, ils ont toutes les richesses du monde. ouais, Il n'y a jamais d'hiver là-bas. Ils ont un territoire gigantesque. ouais. Comment c'est ça qu'ils ne dominent pas le monde, ce type-là? Ou du moins, comment c'est que... Ouais. Comment c'est qu'ils n'ont pas des frontières comme la Chine? Comment c'est qu'ils n'ont pas un Mao Tse-tung qui dit oh, Ouais. c'est la Chine, tu entres pas. Hein. C'est pas normal, vous comprenez, il y a un Ouais, problème c'est pas là. normal. Mais comment ça se fait? Ah, ça je sais pas. C'est qu'il y a 500 ans, on a bien travaillé. Ah ouais, Vous avez On a exterminé quoi? éliminé tous les meilleurs. Tous les meilleurs noirs ont été exterminés. Éliminé, hein. merde. Je vous dis pas. Donc là, tous les noirs qui restent, c'est la grosse Là, merde. non, maintenant, on a pu remettre des armes, on met un peu quelques petits microbes par-ci par-là, des microbes par-ci par-là. C'est quoi les microbes? Ah, c'est cool, la guerre bactériologique, c'est parce que ça existe quand même. Ah, d'accord. Bactériologique, la guerre. Quelques petits microbes par-ci par-là. Ouais. Et un truc que vous ne savez pas, c'est qu'en ce moment, Ouais. je veux dire un secret, c'est pas un secret. Ouais. Vous savez que la Somalie Ouais. a été déclarée sécheresse gigantesque. Mais il y a un truc que je comprends pas. On vous met un homme noir en face de vous et un autre blanc. Oui. Pourquoi le blanc est très supérieur au noir? Parce que c'est comme ça, c'est malheureux, c'est triste. Je sais que c'est pas juste, je sais que c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Mais c'est comme ça. La nature, elle est cruelle, la nature. La nature, elle est cruelle.
Alors il paraît qu'en haut lieu, ils pensent que les Noirs, qu'il manque des chromosomes aux Noirs. Alors à votre avis, qui considère-t-il comme étant des hommes dans la Constitution des droits de l'homme? Et du coup, la Banque mondiale, contre la pauvreté de qui lutte-t-elle? C'est des bonnes questions. Hein. Et c'est pas fini, c'est que le début. Parce que maintenant, la Banque mondiale investit dans une carte qui s'appelle la carte à 1 milliard. Elle a pour but de répertorier précisément les ressources du sous-sol africain. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a les plus grosses richesses au monde, entre l'or, le diamant, le pétrole, l'uranium, le cobalt, et j'en passe. Le sous-sol africain est une richesse mondiale. Et c'est pour ça que l'Afrique est un enjeu politique. Je vous laisse visionner cette dernière vidéo concernant justement cette carte à 1 milliard. Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. On connaissait la carte au trésor de Robert Stevenson. Eh bien voici celle de la Banque mondiale. Elle est baptisée la carte à 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est en fait la somme qui sera investie dans les prochaines années pour recenser toutes les richesses minières de l'Afrique et offrir ainsi au marché les trésors de la terre africaine. Pour la Banque mondiale, la carte à 1 milliard, c'est une magnifique opportunité pour les Africains. Un reportage de nos correspondants à Washington. La carte des ressources minérales de l'Afrique date en grande partie de l'époque coloniale, incomplète et imprécise au regard des techniques actuelles. Le nouveau projet, lancé par la Banque mondiale en partenariat avec l'Union africaine, pourrait d'ici 10 ans donner une idée globale précise des richesses du sous-sol du continent. L'homme à la tête de ce projet s'appelle Paolo Dessa. Selon lui, cette carte permettra aux pays africains de faire valoir leurs intérêts. Malheureusement, la plupart des gouvernements ne savent pas ce qu'il y a dans leur sous-sol. Nous pensons que s'il y avait une bonne connaissance du véritable potentiel en ressources minérales des pays africains, les gouvernements seraient en position de négocier de meilleurs contrats avec les compagnies d'extraction. Dès cette carte, il faudra doter un fonds de centaines de millions de dollars pour sonder, coordonner, vérifier. La Banque mondiale avait elle-même lancé le surnom de carte à 1 milliard de dollars. C'était une expression pour attirer l'attention. Il était facile de s'y référer. Mais le chiffre ne correspond à rien de concret. Certains pensent que c'est la valeur des ressources minérales que l'on pourra découvrir grâce à ce projet. Mais nous pensons que la valeur des ressources qui peuvent être révélées peut être bien plus élevée que ça, de l'ordre de milliers de milliards de dollars. D'autres estiment que c'est ce que coûterait la réalisation de cette carte. L'idée de base est que la géologie ne s'arrête pas aux frontières. Il faut donc une organisation au-dessus des États et des partenaires financiers pour porter ce projet. La prochaine étape attendue est l'aval formel de l'Union africaine. Une organisation au-dessus des États. Mais pourquoi ? Les Africains ne peuvent-ils pas gérer eux-mêmes leurs ressources naturelles ? L'Afrique est-elle prête à accueillir ce don de la terre ? Pour le spécialiste de l'OCDE que nous avons rencontré, la réponse n'est pas évidente. Dans les sous-sols de l'Afrique gisent d'immenses richesses. Les Africains ne le savent pas, ni personne d'ailleurs. Une initiative de la Banque mondiale vise à recenser toutes les ressources naturelles du continent. Le projet est baptisé la carte à 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est la somme qui sera investie d'ici à 5 ans pour mener à bien ce projet. Car l'Afrique est en retard. 5 $ investis par kilomètre carré pour l'exploitation contre 65 au Canada, en Australie et en Amérique latine. Reste à savoir si c'est une chance ou une malédiction. Pour ce spécialiste de l'OCDE, c'est une chance. Il faut prendre ces richesses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de vraies richesses. Il ne faut pas en avoir peur. L'abondance de richesses ne nuit pas en tant que telle. La vraie malédiction, c'est celle des mauvaises politiques publiques. Pour l'OCDE, l'information est une arme qui impose la transparence. Savoir, c'est éviter les petits arrangements entre les entreprises et les gouvernants. Mais savoir, c'est aussi courir un risque. La découverte de richesses peut nourrir des conflits. Je ne pense pas c'est elle qui les crée, mais elle peut servir de détonateur à un certain nombre de conflits qui peuvent être très meurtriers. L'Afrique est-elle prête à recevoir ce cadeau de la Terre ?
Sa gouvernance est-elle suffisamment solide pour résister à la pression et à la loi des multinationales ? Il faut bien comprendre que les ressources minières ou les ressources énergétiques en Afrique, elles ne sont pas exploitées par les États eux-mêmes ou très rarement, sauf en Afrique du Sud, par des entreprises africaines. Ils sont très dépendants des moyens technologiques et financiers de grandes entreprises européennes, américaines, chinoises, malaisiennes, que sais-je. Autrement dit, le citoyen africain est souvent exclu du partage des richesses. Les dirigeants politiques et les multinationales risquent donc d'être les grands gagnants de cette carte à 1 milliard. Bien, avec moi sur ce plateau, Grégoire Niodet, bonjour. Vous êtes chargé des questions financières au Secours catholique et Caritas France et vous êtes l'un des membres de la coalition internationale de la campagne internationale qui est intitulée « Publiez ce que vous payez ». Donc, c'est quoi votre démarche dans cette campagne internationale « Publiez ce que vous payez » ? Je pense que le titre résume très bien ce que ça veut dire. C'est une campagne qui est née donc il y a une douzaine d'années pour justement demander aux compagnies du secteur extractif, donc mines, gaz, pétrole, et de plus en plus forêt, ce qu'elles versent au gouvernement pour qu'ensuite on puisse demander des comptes sur l'utilisation de ces ressources. Est-ce que ça a servi le développement réellement ou des dépenses d'apparat ou autre. Donc c'est de la transparence. C'est un processus de transparence. Donc c'est vraiment la première étape indispensable avant d'aller plus loin pour savoir si on gère bien ces ressources. Alors vous l'avez dit, ça a commencé en 2002, je crois, cette campagne. Oui. Aujourd'hui arrive cette initiative de la Banque mondiale avec ce titre un petit peu Stevensonien, hein, la carte à 1 milliard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'Afrique est prête ? Je ne sais pas si on peut dire que l'Afrique est prête. Il y a plusieurs processus, notamment ces processus de transparence, qui peuvent permettre que ça arrive dans de bonnes conditions. Maintenant, je ne suis pas sûr que les gouvernements soient, d'une part, en capacité de bien négocier avec les compagnies pour derrière utiliser correctement ces ressources, pour faire respecter à la fois les droits, les problèmes d'environnement, les questions d'environnement, les conséquences que ça peut avoir auprès des populations environnantes des sites d'exploitation. Et puis ensuite, dans la gestion des ressources derrière, pour savoir si avec cet argent, ils vont plutôt acheter des hôtels particuliers ou de l'armement, ou financer des routes, la construction de centres de santé, former du personnel de santé, etc. Mais donc pour vous, c'est quand même bien de savoir ce qu'on a dans nos sous-sols. Ça peut être bien, mais si... Alors, c'est là où il faut peut-être faire la différence entre l'outil lui-même qui peut être utile et l'utilisation qui en est faite. Et est-ce qu'il y a les compétences ou la volonté politique, surtout dans des pays comme les pays d'Afrique, de gérer correctement ça et de gérer au bénéfice des populations. S'il n'y a pas vraiment ces conditions réunies, ça risque d'être un outil... Mais sincèrement, vous pensez qu'elles sont réunies, ces conditions, ou pas ? On est en train, nous, on se mobilise pour qu'elles soient réunies. Mais maintenant, c'est pas évident, forcément, qu'elles le soient. Alors, 12 ans de campagne, quand même, hein, 2002 à peu près. Qu'est-ce qu'on en tire, là, comme premier bilan ? Parce qu'il y a certes la problématique des États et des gouvernants africains qui doivent jouer le jeu, mais il y a aussi les multinationales qui doivent jouer ce jeu-là de la transparence. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque cette campagne a été lancée, il y a eu un succès mitigé, mais un grand succès quand même immédiat. Ça a été le lancement de l'initiative pour les transparences des industries extractives. Donc c'était à l'initiative des pays du G8, notamment de Tony Blair à l'époque. Et donc c'était l'idée de mettre ensemble autour d'une même table les compagnies, les gouvernements des pays de production et les organisations de société civile, les ONG, les syndicats, etc. Et donc d'avoir, pour discuter à la fois des standards de publication, comment on allait publier ce qui était versé par les compagnies d'un côté, et les gouvernements avaient aussi à publier ce qu'ils recevaient. Ce qu'ils recevaient de la part des compagnies, et on comparait. Et on a eu parfois des surprises assez rigolotes où il y avait des écarts de 30%. C'est arrivé au Congo-Brazzaville, par exemple. Sur cette initiative était très intéressante parce que c'était très novateur et très nouveau de mettre ces acteurs ensemble autour d'une table et de façon assez publique. C'est la même chose, donc ça se faisait à la fois au niveau des pays de production, mais aussi au niveau international pour avoir des règles un peu uniformes. Mais cette initiative n'était que volontaire. C'est-à-dire que on n'y allait que ceux qui voulaient y aller. Donc pour les organisations de société civile, c'était pas suffisant. Pas trop de soucis. Les compagnies y sont allées quand même en disant un truc volontaire, on pourra quand même y aller
tranquillement sans trop se mouiller. Et au niveau des gouvernements, là, ça a été plus compliqué. Et donc, bon, ça a quand même porté ses fruits. Ça n'a pas été facile forcément pour notamment les militants de société civile dans les pays de production. Certains ont été en prison, certains ont connu l'exil, des menaces, etc. Et alors, ça a avancé chez nous aussi. L'UE a diffusé des directives en 2013, donc là, qui vont être appliquées, c'est obligatoire d'ici les 2 ans qui viennent. Voilà, et c'est là où on a reçu, là où il y a eu plus de réticence de la part des compagnies, c'est que il y a eu, quand ça devient obligatoire, là, ça coince un peu plus. Et donc les compagnies ont notamment voulu que ce ne soit pas au niveau local, la publication, mais au niveau national et global. Donc chaque pays au niveau de chaque pays, oui. Mais nous, ça a été un de nos chevaux de bataille assez important, c'est de l'avoir aussi projet par projet pour que les collectivités, les communautés locales puissent aussi avoir cette information et autour des sites de production, puissent aussi demander des comptes sur les ressources qui sont sorties de leur sous-sol. Donc je disais directive européenne de 2013, est-ce qu'elle a été appliquée dans le champ national, par exemple en France ? En France, ça vient d'être voté, comme on dit, transposé, c'est-à-dire un droit européen qui est transposé en droit national. Il y a cette même... en fait, c'est parti aussi des États-Unis dans le cadre de la loi sur la régulation en 2010, mais ça a pris du retard depuis, et notamment parce que le lobby pétrolier américain a porté plainte contre cette réglementation. Et ça a été transposé au niveau britannique, au niveau français et au niveau allemand. Donc on est à peu près dans les clous. Et donc on aura les premiers chiffres à partir de 2016 sur l'année 2015. Ils seront publics ? Ils seront sur les sites internet des compagnies et normalement on espère que ce sera dans des formats utilisables et qui pourront être facilement diffusés auprès des populations locales. Eh bien, on suivra cette affaire. Oui. Merci Grégoire Niaudet. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue. Au revoir. Alors, en conclusion, j'aimerais nommer l'adage français. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi cet adage. On a des idées pourquoi. On sait comment subtiliser les richesses des autres, peut-être. One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper
in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and thriving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, in foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out, because it offsets the balance. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically
destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, in foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out, because it offsets the balance. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain livre.